trop fatigué? Dernière heure? Dernier jour? Merci d'avoir patienté et de ne pas être directement avoir basculé à l'apéro. Encore une petite... on va faire court et on va faire tranquille. Donc, je vais vous présenter un petit peu le projet et après je vous poserai quelques questions pour vous faire participer un petit peu à ce que vous comprenez de notre projet et comment vous le voyez dans l'utilité au quotidien de notre projet. Je pense que tout le monde est rentré. J'aime pas être sur une scène comme ça. Ouais, je vais descendre. Je me sens mieux en bas. Plus près du micro? Ok, super. Est-ce qu'on attend encore un petit peu ou tout le monde est rentré? Martin, tu peux regarder s'il y a du monde qui souhaite rentrer? Je vais meubler, ouais, tu peux rester là. Bon bah écoute, tu peux mettre le premier slide. Enfin le deuxième. Donc je vais vous proposer de faire un petit voyage dans le temps. Je vais vous présenter la jeunesse de Terre-Noire, le présent et le futur. Donc pour la jeunesse, alors qui connaît le projet Terre-Noire? Oh, bon, vous êtes quelques-uns à connaître déjà le projet. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, ce projet vient d'une idée que j'ai eue en 2012, après la naissance de ma fille. Donc je pense que, comme beaucoup de parents, si vous êtes parents ici, vous avez eu, après une naissance, ça arrive souvent après une naissance, une réflexion autour de la transmission. J'ai dans ma famille une histoire un peu particulière, donc on va parler un petit peu de choses personnelles, mais ça ne va pas durer longtemps, ne vous inquiétez pas. J'ai deux grands-pères que j'ai jamais connus, un qui est décédé au rang médical, l'autre qui est décédé, qui s'est suicidé, donc c'est des choses taboues dans la famille. Et j'ai manqué pendant ma jeunesse d'informations sur mes grands-parents. Et pendant quelques années, ça m'a peut-être perturbé, ça m'a empêché de me construire, et j'ai grandi, j'ai évolué comme ça avec ce manque. Et à la naissance de ma fille, je me suis posé cette question. Si demain je m'en vais, qu'est-ce qui va lui rester de son père? Est-ce que ça va être ce que va lui dire sa mère? Mes parents n'avaient pas de frère, donc voilà. Donc c'était une prise de conscience et j'ai essayé à partir de ce jour-là de trouver une solution pour pouvoir lui transmettre ce que je voulais lui transmettre avec mes mots et le message que je voulais lui transmettre. Donc en 2012, je suis développeur de formation. Donc je me dis, je vais pouvoir développer un outil qui va me permettre de faire ça. Donc à l'époque, c'était une création développée pour les plugins Google Chrome et Firefox. Donc j'ai créé un petit programme qui permettait de prendre des photos, de les chiffrer et de les disperser dans des navigateurs, dans les extensions de navigateurs. Échec monumental. J'ai dû travailler 3 mois sur le truc. Ça n'a pas marché. J'abandonne, je continue mon parcours. Je continue mon parcours jusqu'en 2015. Deuxième enfant. Bim! Retour à la réalité. Les mêmes réflexions qui me viennent en tête. Ce truc-là, il faut que je fasse. Donc je recommence à travailler sur un projet un peu similaire, mais en peer-to-peer. Vous connaissez le peer-to-peer? Vous connaissez BitTorrent? Qui n'a jamais téléchargé de film sur BitTorrent dans la salle? Vraiment? C'est pour ça. Et donc je le fais sur cette technologie. Bel échec encore une fois. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, c'est pas adapté. Et encore une fois, j'abandonne. 2017, un troisième enfant, non, je ne vais pas vous la faire à toutes les années. 2017, je rencontre la blockchain. Donc je crée une start-up en 2017 qui s'appelle Cement. Et on se retrouve confronté à un problème, celui de... Alors c'est un outil qui permet aux assemblées, c'est un outil pour les syndics qui permet de gérer les assemblées générales. Donc on a des gens qui se plaignent d'avoir des PV d'AG qui sont signés et qui sont modifiés après. Donc on nous demande de trouver une solution pour figer de façon sûre et certaine les données. Donc ma rencontre avec la blockchain, premier smart contract sur Solidity, je découvre Ethereum et je tombe amoureux de la technologie. Donc mes premiers pas dans la blockchain, c'était sur Ethereum. On avance et là je me dis voilà, peut-être que la solution que je cherchais depuis des années pour pouvoir créer mon projet, c'est la blockchain. Et pour les curieux, si vous tapez Terre-Noire dans Twitter, vous allez trouver des comptes qui datent de 2013. Donc c'est pas du flanc, ce que je vous raconte c'est la vraie histoire et vous allez voir, il y a des histoires déjà sur la transmission, voilà, c'est un compte qu'on a figé, du coup on n'y touche plus, mais il existe sur Twitter.
Et donc 2018 à peu près, donc cette fois-ci avec 2 cofondateurs que j'ai rencontrés sur mon parcours, on se dit on refait l'aventure sur Ethereum. Donc on commence à faire un système de time capsule, on fait un POC, on fait une application, on la présente à gauche à droite, on va même présenter une entreprise au CES de Las Vegas où j'ai la chance de rencontrer Owen Asher, vous devez tous connaître j'imagine, qui me dit, que je rencontre pour la première fois à ce moment-là, et qui me dit le jour où tu veux communiquer sur ton application, je te suivrai et je ferai partie de l'équipe. Il est advisor chez nous, donc il a tenu sa parole, il nous a suivis. Et donc on le fait sur Ethereum. 3e échec, pourquoi? Parce qu'on a modifié notre modèle pour être compatible avec le blockchain au lieu de créer la technologie qui pourrait répondre à notre besoin. Donc ça coûte cher, c'est long, c'est pas adapté, on fait un layer 2 un petit peu bancal, et ça marche pas non plus. Mais cette fois-ci, on n'a pas attendu 2 ans, 3 ans, on a tout de suite renchaîné en se disant, voilà, cette fois-ci, on fait notre blockchain. On est des grands garçons, on va pas essayer de reprendre un truc ou de bricoler, on fait la blockchain, on va être capable de le faire. Donc on étudie, on essaie de la faire from scratch, on étudie Cosmos, on regarde un petit peu tout ce qui existe, et on s'arrête sur Substrate. Donc aujourd'hui, Terre Noire est fait sur le framework Substrate. Substrate, sans rentrer dans les détails, c'est un code qui est mis à disposition par Polkadot, qui permet de développer sa blockchain et qui permet de pouvoir devenir parachain, si on le souhaite, sur ce layer Polkadot. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore sur Polkadot, on est indépendant. Voilà un petit peu la genèse et le passé de Terre Noire. Aujourd'hui, qu'est-ce que Terre Noire? Donc nous sommes un layer 1, et au fur et à mesure qu'on a avancé dans les développements, dans la technologie, on a eu pas mal de projets qui sont venus nous voir en nous disant, écoutez, votre technologie, elle est intéressante, tout est basé sur l'NFT, ça nous intéresse de travailler avec vous. Donc on a eu, après 6 mois, 7 mois de développement, un pivot qui a été fait stratégiquement parce que le système étape capsule est innovant, c'est génial, mais ça reste un marché, quelque chose de niche, un marché de niche. Donc pour avoir une blockchain, un token qui fonctionne sur un marché de niche, ça paraissait complexe. Et donc on s'est dit, voilà, on va ouvrir à tout le monde cette technologie et on va la rendre accessible à tout le monde. Donc Terre Noire, c'est une blockchain qui est faite et pensée pour être comme un bridge entre le monde du Web 2 et le monde du Web 3. J'entends quoi par ça? On a pensé un système qui va permettre à des développeurs qui ne sont pas forcément experts en Solidity, en Rust ou en n'importe quel langage, de pouvoir bosser sur notre blockchain. On a un SDK, un développeur JavaScript, donc pour ceux qui connaissent, c'est le langage qui est le plus utilisé, qui est utilisé sur tous les sites, est capable aujourd'hui de minter des NFT, les transférer, les couper, les séparer et de faire toutes les features qu'on propose sur Terre Noire. Donc aujourd'hui, on en est là. C'est la blockchain Terre Noire. Et dans le futur, on va aller voir après en détail notre proposition de valeur, ce qu'on propose en features. Et le futur, donc c'est notre vision, on va dire, à plus long terme, c'est de devenir parachain. Donc pour ceux qui ne connaissent pas parachain, ça va nous permettre de nous connecter sur le réseau de Polkadot, d'être plus sécurisé, plus décentralisé. Donc c'est l'objectif, c'est notre prochain objectif. Et l'EVM, c'est de pouvoir être compatible avec les développeurs, enfin avec Solidity, donc c'est l'Ethereum machine virtuelle. Donc c'est pour permettre aux développeurs Solidity de pouvoir se connecter à notre blockchain, de développer chez nous. Comme c'est le plus gros volume de développeurs blockchain sur Solidity, c'est pour favoriser l'adoption. Next, please. Donc voilà, là c'est le moment où je vais vous faire travailler un petit peu. Donc à gauche, c'est l'ensemble des features qu'on propose sur Terre Noire. À gauche c'est facile, mint c'est la création d'un NFT, collection c'est une collection, transfert voilà, et borne c'est quand on veut détruire un NFT. Et toutes les autres options qu'on voit à droite, c'est des choses qu'on propose sur Terre Noire et qu'on ne propose pas forcément sur les autres blockchains. Donc je vais vous dire ce que fait la fonction et je vais vous laisser essayer d'imaginer comment dans la vraie vie on va pouvoir utiliser cette option. Je commence par la délégation. Aujourd'hui sur Terre Noire, vous avez la possibilité de déléguer un NFT, c'est-à-dire de prendre un NFT dans votre wallet, de le déplacer dans un autre wallet, mais de garder la propriété du NFT. Donc vous avez le droit de le récupérer quand vous le souhaitez, le détruire ou le transférer ailleurs. Imaginez dans la vraie vie à quoi ça peut vous servir. Dans le gaming, on m'a demandé de faire passer. Ah non, mais c'est vraiment un bail de location. Tu veux pas du micro? Bon, un bail de location. Exactement, exactement. On l'a pensé pour ce modèle-là. On avait travaillé sur
un POC qui était dans le domaine de l'immobilier, qui permettait d'ouvrir une porte avec un NFT. Okay, donc on a un système, on verra après dans les secrets, on a des systèmes qui permettent de cacher du contenu et de signer ce contenu caché, et qui peut être prêté pour permettre à quelqu'un d'autre d'ouvrir la porte, donc le plombier, qui vous voulez, ou un Airbnb, vous voulez donner l'accès à quelqu'un pendant un instant T, vous pouvez lui passer la clé et la récupérer quand vous le souhaitez. C'était rapide. Bon, le workshop va pas durer 1 heure si vous êtes aussi rapide que ça. Royalty, bon, vous savez, c'est de pouvoir vendre un NFT et de définir le pourcentage de qui va recevoir combien sur la vente de second marché. Juste une petite question sur le côté délégation. Je pense que c'est un très bon use case. Par contre, on est bien d'accord, dans la vraie vie, il faut quand même que c'est reconnecté et que c'est compatible avec votre marque. Alors nous, dans le secret du NFT, tu mets ce que tu veux. En fait, tu peux y mettre tu peux mettre un QR code, tu peux mettre des choses qui ne sont pas forcément de la blockchain. Tu peux mettre ce que tu veux et tu peux le changer, tu peux le swapper. Donc c'est pas forcément quelque chose qui doit être compatible avec la technologie blockchain, mais c'est quelque chose qui doit être en effet totalement numérique, quoi. Pour les royalités, comment on dit en français royalties? Royalties, ouais. Pour le contrat d'un athlète, C'est comme ça qu'on l'utilise aujourd'hui. pour le manager, une partie pour lui. C'est comme ça qu'il est utilisé. Donc un MetaFight, il y a du monde de MetaFight ce soir, non? Ils l'utilisent pour ça. Donc c'est les combattants. Et donc c'est le coach, le sponsor, le machin, ils prennent une partie du... Ça pour les droits de la SACEM. Ça peut être, oui, exactement. Ça peut être ça aussi, ouais. Donc sur les autres projets, généralement, tu as 1 ou 2 niveaux de royalties. Et nous, on a laissé libre, voilà, s'il y a 5 intervenants, il y a 5 personnes qui peuvent prendre des pourcentages au fur et à mesure des ventes des marchés secondaires. Soulbound Token, vous connaissez le nom? C'est assez tendance en ce moment. Ça doit être... C'est du NFT, mais pris vraiment pour une personne, non? Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a quelqu'un? Exactement. Donc il y a 2 types. On a créé 2 types de Soulbound Token. Le premier, c'est je crée le NFT, je peux seulement le détruire. Je ne peux pas le transférer. Et la deuxième possibilité, c'est je crée un NFT, je le transfère, mais il ne peut plus bouger. À quoi pour vous dans le diplôme? L'héritage, ouais, exactement. Exactement, c'est les exemples qu'on a donnés, qu'on a travaillé. Ouais. On avait aussi, donc on a sur Terre Noire la possibilité d'avoir une identité on-chain. Donc vous pouvez imaginer un service Web3 qui va envoyer une newsletter. Vous pouvez mettre on-chain votre email, avoir minter un Soulbound token en disant voilà, moi je prouve que j'accepte de recevoir la newsletter. Donc ça reste anonyme, il y a juste un email voilà, qui peut être mis n'importe où. Et quand vous détruisez le Soulbound, vous ne recevez plus d'email. Donc c'est un cas d'usage. Ouais. Auction, tout le monde connaît, j'imagine. Il n'y a pas besoin d'exemple. Le renting NFT, donc de pouvoir louer un NFT. Quel cas d'usage vous y voyez dans le jeu? Les galeries virtuelles, les métavers. Oui, ok, ouais. Club de sport, parce qu'on s'est engagé en janvier à faire du poids. Et on a payé pour l'année. Et vu qu'on a payé pour l'année, on va le louer du coup. Un abonnement, ouais. Ah oui, ouais. C'est un bon exemple. Je me sens un petit peu concerné. Exactement. Donc nous, on l'a beaucoup dans le domaine du jeu vidéo. Il y a Axie Infinity pour ceux qui connaissent et ils ont bien exploité le modèle. En fait, tous les jours, avec un NFT, vous pouvez aller récupérer 100 tokens, mais vous avez la flemme d'aller jouer tous les jours, donc vous le prêtez, vous le louez à quelqu'un qui va récupérer la moitié. Lui, il va jouer tous les jours et vous récupérez le reste. Donc c'est beaucoup utilisé dans le domaine du jeu actuellement. On va rentrer dans les features un petit peu plus complexes. Le secret, on en a parlé tout à l'heure. Le secret, c'est de pouvoir... On est les seuls à le faire aujourd'hui de façon on-chain, donc on est full décentralisé. C'est de pouvoir cacher du contenu dans le NFT. Donc seul le propriétaire du NFT est capable de lire le contenu. Donc je fais un NFT, je mets ce que je veux dedans. Quand il est dans le réseau, personne ne peut le déchiffrer et la personne qui va le recevoir va pouvoir le déchiffrer. Comment vous verrez l'exploitation de cette fonctionnalité dans la vie de tous les jours? Carte au trésor. Carte au trésor. Carte au trésor, bah, c'est un petit peu tout ça. On l'a pensé pour la partie transmission.
donc justement pour mettre les photos, le patrimoine. La petite histoire que je vous ai racontée avec cette volonté de vouloir transmettre à mes enfants, c'était grâce au secret. Donc on a créé ce modèle pour justement permettre à n'importe qui de pouvoir le mettre. Donc ça se fait simplement, vu qu'on a un petit peu de temps, je vais vous expliquer sans trop rentrer dans les détails comment ça fonctionne. Mais vous allez créer un NFT dans votre wallet, il y a une clé qui est associée. Cette clé, vous l'avez dans votre wallet, donc elle n'est jamais publiée nulle part. Donc vous l'avez dans votre téléphone portable, c'est tout. On va la découper en 10, 20, 30 parties. On va les envoyer sur des serveurs qui ne savent pas, qui vont recevoir une clé qu'ils ne peuvent pas lire. Donc on utilise une technologie qui s'appelle les SGX. Donc chaque SGX va pouvoir stocker un bout de la clé sans pouvoir la sortir. Donc au cas où il souhaiterait hacker le nœud pour pouvoir extraire les clés, il ne pourra rien en faire. Et en plus, il se fera slasher son serveur. C'est-à-dire que tous les caps qu'il aurait mis à disposition pour pouvoir être validateur seront pris. On a eu un exemple mardi dernier, je crois. Un nœud a mal fait son travail. Donc c'était pas une erreur intentionnelle, c'est qu'il a mal fait son travail. Et il s'est fait slasher. Donc il a été puni par le réseau et il a perdu une partie de ses caps qu'il avait mis à disposition pour pouvoir faire partie du réseau. Ça arrive. Tu as suivi le... En fait, il avait 2 nœuds et il a mal configuré. En fait, il a pris la même clé sur les 2 nœuds, donc ça fait une double écriture en même temps, et le network, il a été dénoncé par un copain à un autre nœud, et le network l'a sanctionné. Ouais. Pour ceux qui font la délégation, je ne sais pas si certains d'entre vous délèguent les tokens, faites attention quand vous nominez le serveur, parce que nous, on ne contrôle pas qui est validateur. Donc ayez ce réflexe d'aller voir, d'aller enquêter, pour savoir à qui vous allez déléguer vos tokens et lui faire confiance. Si c'est quelqu'un qui a... Faire très attention, hein, voilà, faire très attention. On n'a pas, on n'a pas de goût. C'est une blockchain, la gouvernance est par tout le monde, donc on ne peut pas autoriser un validateur et en refuser un autre. C'est vous qui décidez en votant pour lui, en déléguant vos tokens dessus. Ok. La capsule, de pouvoir insérer du contenu dans un NFT. Donc le secret de la capsule, c'est un petit peu lié. Imaginez un NFT, on le retourne, on met dedans du contenu, photo, vidéo, clé privée, tout ce que vous voulez, on le scelle, et c'est une capsule. Donc seul le propriétaire peut l'ouvrir. On peut le voir dans le domaine du jeu vidéo aussi, pour des assets qui s'enrichissent. Donc au-delà de la partie transmission, c'est assez proche, ça fonctionne avec le secret, donc la différence avec le secret de la capsule, c'est voilà, ils sont intrinsèquement liés tous les deux. On peut avoir du secret sans capsule, mais on ne peut pas avoir de capsule sans secret. Juste, mais du côté de la capsule, c'est super intéressant comme concept. Par contre, techniquement, j'ai des fichiers vidéo des enfants, ça fait 1 giga. Je veux le chiffrer, ok, le mettre sur le blockchain par mois. Et vous, derrière, vous utilisez des protocoles, par exemple, style BFS ou autre? Alors nous, on ne gère pas, on ne stocke pas les fichiers, on ne stocke aucun fichier. La première copie, elle est chiffrée, envoyée sur IPFS, et ensuite vous choisissez si vous voulez la synchroniser avec Airweave. On garantit qu'il y a toujours plusieurs sauvegardes sur plusieurs types d'hébergements, mais nous on ne stocke pas les fichiers. Il y en a qui le font très bien. On ne voulait pas rentrer, on voulait pas se complexifier à travailler sur cette brique-là. Je t'en prie. À l'origine du projet, enfin, une partie du projet, j'avais cru comprendre qu'en fait, ces capsules temporaires, entre guillemets, étaient soumises à des conditions suspensives dans le droit, c'est-à-dire s'il y a un événement qui arrive, à ce moment-là, on peut l'ouvrir. Est-ce que ça c'est conservé? Le bénéficiaire des capsules, comment lui, par une propriétaire, Alors, on a des protocoles. Je crois que c'est un petit problème d'ordinateur. On a différents protocoles, donc ils ne sont pas encore en place. Il y a des protocoles qui sont très simples, ça va être de compter les blocs. Nous, on a un bloc toutes les 6 secondes, donc c'est très facile de savoir quand sera, quel bloc on sera dans 10 ans, dans 5 ans, dans 30 ans. Donc ça, c'est le côté facile. On a un protocole qui permet aussi de récupérer le NFT si la personne ne s'y oppose pas. Donc en gros, je vais choisir 3 personnes dans mon entourage. Si les 3 personnes demandent la récupération du NFT et que le propriétaire s'y oppose pas dans un délai, il va le recevoir. Ça a été pensé pour l'accident, l'AVC, les cas d'urgence où on doit récupérer un NFT. Et après, on a le DES protocole, donc le protocole qui va être différent dans chaque pays, avec un oracle qui va transférer la capsule après le décès de la personne. Mais il faut un KYC pour ça, donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus long à mettre en place, et c'est
Dans chaque pays, il y a un process différent pour la mettre en place. Donc on a plusieurs... on a un countdown aussi, donc j'ai mon application, j'ai mon wallet. S'il ne se passe rien dans mon wallet pendant 5 ans, le NFT part. Donc on a tous ces différents protocoles qui seront mis en place. Le miroir, de pouvoir créer un clone du NFT d'une chaîne à une autre. Celle-là, elle est plus dure. Et pour quelle raison? Alors, il n'y a pas d'autre idée? En fait, ça peut être un petit peu de tout. Alors, nous on l'a pensé parce qu'on n'est pas arrogant et on pense qu'aujourd'hui, pour vendre des NFT et pour vendre des collections d'NFT, il faut les faire sur OpenSea. Et on ne veut pas dire et inciter les gens à aller minter des collections, des grosses collections, des gros artistes ailleurs, parce que les gens vont acheter. Les gens qui achètent des NFT, c'est les gens de la communauté Ethereum. Et donc on a trouvé un moyen rassurant pour eux de pouvoir l'exploiter sur Terre Noire sans avoir besoin d'utiliser de bridge ou de les minter sur Terre Noire. Donc vous créez votre collection sur OpenSea, il y a un protocole qui va les cloner, une association de wallets entre Ethereum et Terre Noire. Vous connaissez le projet Timmy, certains d'entre vous le connaissent. On a fait un projet NFT et on a associé les deux wallets, donc les wallets Terre Noire et les wallets Ethereum. On le fait pour Babolex sur Solana aussi, pour ceux qui connaissent Babolex, qui est un artiste français. Et donc on va créer un clone sur Terre Noire, il va pouvoir faire tout ce qu'il a envie sur Terre Noire, il va pouvoir l'exploiter. Par contre, si jamais il bouge d'Ethereum, il est détruit de son wallet. Donc il peut l'exploiter et on définit les conditions. Est-ce que si le NFT bouge du wallet, on le détruit? Est-ce que si le NFT est mis en vente, on le détruit? Donc il y a tout un tas de conditions qui peuvent être pensées autour de ça. On a ensuite la fusion et on a oublié le nested NFT. Le nested, c'est de pouvoir combiner plusieurs NFT en un. Et la fusion, c'est, je pense qu'ils l'ont appelé comme ça dans l'équipe pour le côté Dragon Ball Z, c'est de prendre deux NFT, de les détruire et en créer un nouveau. Comment vous pensez, comment vous voyez l'utilisation de cette fonctionnalité dans la... Toujours pareil, dans le domaine du notariat, l'usufruitier et la nue-propriété. Et au bout d'un moment, ça fait plein de propriétés. Le frère est titulaire de l'usufruit, la sœur de la nue-propriété. Du coup, les deux, ça fait un NFT qui est la pleine propriété. Tout ce qui est démembrement. Ok, très bien. Oui, on ne l'a pas noté non plus. Je ne dénoncerai pas. Oui, on a la fractionnalisation, qui est pas le contraire de la fusion, mais voilà. Alors on va en parler après. Donc la fusion, c'est ça, et la combinaison, c'est plus pareil dans le domaine des jeux vidéo. J'ai un caractère, il a 10% de points, je lui rajoute une épée, il a 20%. Donc voilà, on combine des NFT entre eux. Et la fractionnalisation, donc c'est de pouvoir diviser un NFT en plusieurs. À quoi ça servirait pour vous? Aujourd'hui, ça se fait... Exactement. C'est pour rendre abordable un NFT. Donc, comme certains NFT coûtent très cher, donc ça peut être un bon exemple, c'est de pouvoir permettre à des gens de participer à l'achat d'un NFT sans avoir besoin d'avoir l'argent total pour pouvoir acheter l'intégralité. La musique, on le fait, je crois que certains l'ont fait avec des punks, des crypto-punks qui ont été vendus comme ça. Peut-être. Donc voilà un petit peu pour toutes les fonctionnalités qu'on présente aujourd'hui sur Terre Noire. Et on peut passer au slide suivant, qui est le plus facile pour moi, le plus dur pour vous, c'est les questions-réponses. Certains ont des questions? Est-ce que je peux te donner le micro parce que je vais me faire gronder après par le... Merci beaucoup. On a pris l'exemple tout à l'heure du testament. Quelle est la valeur aujourd'hui juridique d'un testament sur un NFT? Est-ce que le monsieur derrière toi peut répondre? Ouais. Bonjour Valentin.
Les NFT, c'est un support. D'accord. L'aspect légal de la chose dépend de la juridiction dans laquelle tu le trouves. Si demain, la Cour des États-Unis dit quel que soit le support, on accepte que ce soit un testament, ça l'est. Aujourd'hui, ce qui vient attester de la validité d'un testament en France, c'est la signature du notaire. Donc, en fait, nous, on est la Poste, voilà, mais dans le temps. La DeLorean, si c'est plus sexy. Ça arrive à l'heure en plus. Mais c'est le moyen de transport et le moyen de programmer quand et comment ça arrive. Mais la validité d'un document, ça va dépendre de la juridiction, quoi. Est-ce que j'ai répondu? Ouais. Aujourd'hui, on a déjà eu des notaires qui ont validé des testaments qui ont été donnés via le NFT. Alors nous, on travaille avec un think tank de notaires qui sont en Ile-de-France, d'accord, qui travaillent avec la Chambre des notaires. Aujourd'hui, c'est une grosse institution, les notaires en France. Voilà, c'est pas les plus modernes naturellement, mais la preuve qu'il y en a qui comme là, on a un ami avocat, si je me rappelle bien, de Lyon, voilà, qui font avancer la profession. Le but, c'est de dire aujourd'hui, la façon dont on le pratique, on a un cadre, mais légalement, on peut plaider de dire oui, tant que moi je l'ai signé, si la personne le reçoit et que ça a été authentifié par moi à la base, le document reste valable. Voilà. Mais comme la phase du secret, nous, peut-être qu'il va en parler Mickaël, mais ça devrait être courant décembre, et donc on fera les premières DAP ensuite, et que personne n'est encore mort, heureusement. On l'a pas encore pratiqué, mais dans les faits, il n'y a aucune limite. Voilà. Peut-être que certains ont parlé de l'immobilier, là c'est autre chose. Pareil en France, on n'a pas le droit de dire un NFT c'est une maison parce que l'actif sous-jacent c'est de l'immobilier, donc la loi française dit il y a une requalification fiscale, c'est pas encore ça, quoi. Voilà. Ouais. Je vois un intérêt qui est d'ordre, on va dire même international. On pourrait très bien imaginer qu'un notaire note le testament d'une personne, donc on a bien un acte qui est bien sous authentique, qui soit enfermé dans le NFT. Et comme il est sur la blockchain, même si le notaire décède, l'étude prend feu, enfin peu importe, le NFT lui va traverser le temps, il est sur la blockchain et on peut le retrouver dans une, on va dire, allez, je pousse au bout, une centaine d'années, et on n'a plus de questions à se poser sur l'authentification et la véracité des éléments qui sont contenus à l'intérieur. Donc il y a effectivement un intérêt. Mais le tiers de confiance au départ est obligatoire, et se pose aussi la question, comme on en discutait un peu hier soir, pour les actes, les procès-verbaux de constat d'huissier, on peut poser aussi la même chose, et puis pour les avocats, l'écriture sous acte d'avocat. Mais l'intérêt du NFT, c'est le véhicule, et une fois qu'on a authentifié l'acte, donc on a besoin du tiers de confiance de l'institution, de l'administration, mais une fois que c'est enfermé dans la capsule, on pourrait considérer que l'acte après n'est plus révocable. Voilà, je vois bien l'utilité quand même à terme. Ouais, donc on travaille avec, ça fait un an, même un an et demi avec qui on travaille avec qui. On a commencé à travailler avec les notaires, et comme disait Valentin, c'est très très long. Pas super agile, mais voilà, on avance. Et le secret sera prêt maximum début décembre. Est-ce qu'il y a des entreprises qui vous ont approché pour la technologie, pour des use cases qu'ils veulent mettre en place? On a une cinquantaine d'entreprises qui nous ont approchés, et on a un Labs qui permet à ces entreprises d'être accompagnées, donc de A à Z. Et on a pas mal de noms que je ne peux pas vous donner parce qu'on a des contrats de confidentialité, mais on a du groupe, on a du concessionnaire auto, on a du jeu. Donc ce qu'on a annoncé, il y a Cross the Edges, que vous devez peut-être connaître, c'est un jeu qui est lancé. On a des artistes comme Babolex qu'on a annoncé, donc qu'on peut annoncer aujourd'hui. On a Metafight, on a une dizaine. Kemex à l'entrée, donc pour de l'immobilier. Donc on a une dizaine, on avance, et au fur et à mesure qu'on avance concrètement, on les annonce. On a une dizaine d'annonces aujourd'hui à peu près. D'accord, merci. Bonjour, j'ai une question sur l'aspect secret, sur les enclaves SGX. Pourquoi cette technologie versus d'autres?
Quel autre? Justement. En fait, il n'y a pas d'autres solutions équivalentes. Alors, pour la petite histoire, les SGX, on devait les sortir un petit peu plus tôt. Et Intel a annoncé en décembre qu'ils allaient plus supporter le matériel grand public. Donc, qui supporte le matériel pro et pas grand public. Et on s'est mis à ce moment-là à s'inquiéter un petit peu pour la pérennité de la solution. Et on a pris 6 mois de délai pour pouvoir rendre justement notre solution scalable avec tous les types de processeurs et tous les types de tous les types qui existent. Donc on va commencer par Intel SGX, mais après on sera compatible avec ARM et tout le reste des solutions. Donc là, va être une solution vraiment innovante pour le coup. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui sur le marché. Question ? Trop envie d'aller à l'apéro, je pense. Donc plus de questions? Bon bah écoute, oui. Merci. Déjà, merci pour cette présentation et merci d'être présent physiquement sur Biarritz et du coup de participer à faire monter un petit peu ce coin de la France qui a un petit peu de mal à trouver des industries un peu fortes et plutôt novatrices, surtout dans ce domaine. Moi, je suis formateur dans une école d'ingé sur Dax. Est-ce que, alors là du coup c'est plutôt, c'est pas forcément par rapport à Ternoa purement, mais est-ce que vous avez potentiellement des emplois, des stages, des alternances, ou est-ce que vous faites de la démocratisation, des interventions dans des écoles ou ce genre de choses pour comment dire, faire bouger les jeunes et leur montrer qu'il n'y a pas que le jeu vidéo, mais qu'on peut aller dans le jeu vidéo, mais aussi faire autre chose. Alors, je suis installé à Biarritz depuis 10 ans et j'ai un startup studio donc, que j'ai arrêté. Et pendant 10 ans, j'ai fait ce travail d'aller dans les écoles, j'étais à la Wild, j'étais dans toutes les écoles pour essayer de vulgariser la blockchain quand j'ai commencé, mais surtout avant toute la tech. Aujourd'hui, sur Ternoa, ça reste compliqué. On est 70, on avance trop vite. Et accueillir aujourd'hui des stagiaires ou voilà, on en a quelques-uns, mais on n'est pas encore assez, je pense, mature et stable pour pouvoir faire ce type de choses. Mais en tout cas, bien entendu, ça sera prévu pour 2023. Il faut qu'on stabilise un petit peu et après on le fera. Là, si on fait venir des stagiaires, on va les traumatiser. Ils vont être dégoûtés, quoi. Oui, on peut intervenir. Je crois qu'on a avec l'école 42, ouais, on intervient. Et l'IRA aussi, je crois. Mais je suis pas sûr. Ouais. Et pour ajouter un point d'information, Romain Dilon, qui dans la partie talent de Ternoa, fait un podcast sur Spotify d'évangélisation et de rapprochement d'écoles notamment. Donc je vous invite à le contacter. Il y a combien de personnes dans l'équipe de dev? Comment vous êtes répartis? Alors, l'équipe blockchain pure, on est à peu près 12-13, je pense. Et c'est des profils très durs à trouver. C'est du langage Rust. Alors, c'est Substrate, mais c'est du Rust. Et pour trouver des développeurs Rust, c'est une technologie assez récente. Absolument. C'est chaud. Alors là, le contexte actuel de marché, ça facilite un petit peu, mais ça a été un enfer. On a mis 1 an à peu près pour réussir à avoir l'équipe dev. Et après, on a énormément de front, parce qu'on a l'indexeur, on a le wallet, on a l'explorer. Donc, on a aussi une grosse partie front. Donc je pense que sur les 70, au total, il doit y avoir la moitié de développeurs. Et dernière question, en termes d'investisseurs, vous avez des VC derrière ou c'est... Alors sur le Labs, on a des VC. Donc on a annoncé notre levée de fonds mardi dernier. Donc au total, sur les 18 mois, on a levé 15 millions d'euros. On a levé sur le Labs, donc en equity, et on avait fait notre ICO l'année dernière en token. Ok, merci. Et du coup, votre stack technique, les différents langages Rust, React majoritairement, Linux pour la partie software, la partie infra. Appli, c'est du React Native aussi. React Native. Et ouais. Alors, on va rester en React et React Native, ouais. Pareil, c'est un choix. Alors,
j'ai évolué dans le milieu de la tech depuis des années, et j'essaie d'utiliser, hormis le Rust, j'essaie de trouver les technologies qui sont déjà adoptées plutôt que d'utiliser des choses qui seraient trop compliquées, trop complexes à gérer. Donc React Native, ça fait le taf. En tout cas, ça fait des années qu'on bosse dessus. Ouais. Et le choix de Rust, c'est parce que c'est très peu énergivore, alors c'est le langage bas niveau, donc en effet c'est peu énergivore et on contrôle tout ce qu'on fait. Et c'est très propre au niveau de sécurité, voilà, j'ai découvert très tard ce langage. J'étais plus PHP, Python précédemment, et ouais, j'ai découvert ce. Ça devient très demandé de plus en plus. Ah, mais il n'y a pas assez de développeurs. Donc pour la formation, ça peut être bien de. Alors c'est pas facile pour le coup, ouais, c'est pas un langage facile, mais il y a énormément de demandes. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on a fait en sorte d'être compatible JavaScript et que n'importe qui puisse justement ne pas avoir besoin de faire du Rust et de faire toute sa gestion d'NFT avec du JavaScript, quoi. Justement pour ces contraintes-là. Plus de questions? Bon. Bah, merci.